On est ici ce soir donc auprès de Martigno Marchand pour parler de l'enfant, pour parler des mythes d'hier et aujourd'hui, avec cet intitulé « Pourquoi l'enfant et les mythes sont inséparables encore aujourd'hui ?» C'est donc la question qu'on va explorer ensemble ce soir en se demandant aussi comment vont les enfants d'aujourd'hui ? Comment vont les enfants aujourd'hui ? Notre société prend-elle réellement en compte leurs besoins, notamment leurs besoins de spiritualité ? Question. Ensuite, j'ai effectivement la responsabilité de présenter Martigno Marchand. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je vais présenter Martigno Marchand ? Pourquoi c'est complexe ? Parce qu'elle a un parcours tellement riche, professionnel, personnel, humain, qu'il a fallu faire le tri. Donc, je vais présenter une toute petite part de Martigno Marchand ce soir et pourquoi elle est là avec nous ce soir. Une toute petite part. Donc, Martigno Marchand, effectivement, la plupart d'entre vous la connaissent. Vous l'avez côtoyée si vous avez travaillé en petite enfance, en parentalité, dans les lieux d'accueil enfants, en relais petite enfance, dans le champ du handicap, dans le champ de la protection de l'enfance. Enfin voilà, si vous aimez aussi lire sur la question de la petite enfance et puis de la parentalité, de la protection de l'enfance, de la protection maternelle et infantile, vous avez certainement effectivement déjà croisé le chemin ou lu Martigno Marchand. En tout cas, il semble important de dire qu'elle est donc auteure et aussi poète. J'avais envie d'ajouter poète parce que j'ai eu la chance de croiser Martine aussi dans certaines de mes expériences professionnelles, y compris au tout début de ma vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai 51 ans, donc au début de ma vie professionnelle, où effectivement, j'ai eu la chance de lire des poèmes que Martigno Marchand avait écrits pour des enfants qui étaient accueillis en pouponnière et qu'il était difficile d'aimer. En tout cas, qu'il y avait des difficultés à être aimés par les adultes que nous étions et qui prenions soin d'eux. Donc, je trouvais que c'était aussi les poèmes, effectivement, qui étaient adressés à ces enfants et qui nous ont permis, nous, les adultes, de les voir autrement, de les investir autrement. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, la question, effectivement, de ce qu'on peut écrire, de ce qu'on peut lire, effectivement, et de tout ce que ça peut générer ensuite derrière. Donc, voilà pourquoi je disais pas seulement auteur, mais aussi poète. Ensuite, on peut présenter Martine comme une pédiatre sociale. Une pédiatre sociale au parcours atypique et au parcours aussi à l'international, encore aujourd'hui. Tu as œuvré à la protection maternelle et infantile de nombreuses années de Meurthe-et-Moselle, à la pouponnière de l'aide sociale à l'enfance aussi, jusqu'en 2013. Et tu as été pendant des années particulièrement engagée sur la question des 1000 premiers jours, sur le concept des 1000 premiers jours, et particulièrement depuis une dizaine d'années, puisque vous avez vu que depuis quelque temps, on s'empare un peu de ce sujet des 1000 premiers jours un petit peu plus sérieusement, même au niveau national. À partir des années 80, il semblait important de dire que tu as développé, Martine, une pratique de soins relationnels qui est venue naturellement compléter la pratique effectivement que tu avais sur les soins du corps, puisque en tant que médecin de santé publique, effectivement, tu proposes une approche beaucoup plus globale de la santé, avec un grand S, qui intègre la dimension physique, bien évidemment, mais aussi la dimension psychique et bien évidemment la dimension sociale, d'où effectivement l'intitulé de pédiatre social qui, je pense, te correspond particulièrement bien. On peut retrouver que tu as appris, ce que tu as appris et transmis dans les différents ouvrages que tu as écrits tout au long de ton parcours. Et aussi, tu es aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, présidente de l'association 1000 Pas qui œuvre donc pour les 1000 premiers jours auprès des élus, auprès des professionnels, auprès des familles, avec différentes actions. C'est un honneur, Martigno Marchand, de t'accueillir, un honneur personnel et un honneur professionnel, et d'évoquer avec toi ton dernier ouvrage. Pour moi, c'est un ouvrage qui est un voyage. C'est un voyage à travers le temps, un voyage à travers les civilisations. Pour moi, effectivement, ça a été un voyage pour lequel je tiens à te remercier personnellement, parce que c'est un voyage qui, effectivement, nous amène au cœur de l'histoire humaine, c'est vrai. Un voyage qui nous amène au cœur de l'histoire de l'enfant, c'est vrai aussi. C'est un voyage aussi qui nous amène au cœur de ta propre histoire, notamment avec l'évocation de ton grand-père et l'œuvre de Bernanos, entre autres. Et c'est aussi un voyage au cœur de l'histoire de chacun, comme une invitation. Et on n'en finit pas, à mon sens, de grandir en poursuivant ce livre. C'est une invitation au voyage, mais c'est une invitation aussi à l'espérance pour moi, une invitation à nous reconnecter avec nous-mêmes, à nous reconnecter à notre fort intérieur, à nous reconnecter avec notre enfant intérieur, à nous reconnecter avec notre humanité, finalement, dans un monde extérieur qui est vraiment, vraiment tumultueux, même pour nous les adultes.
nous pouvons imaginer toutes les heures, effectivement, que tu as dû passer, les heures, les semaines, les mois que tu as dû passer à te documenter, les heures passionnées à explorer les ouvrages, à explorer le sujet à travers la littérature, à travers l'œuvre de Bernanos, on l'a dit tout à l'heure, à travers l'histoire, à travers la philosophie, à travers les études et les publications également. Donc merci pour tout ce travail passé, parce que je sais aussi que tu as dû effectivement faire une sélection vraiment importante. J'ai eu plaisir de temps en temps de découvrir finalement pas à pas, à travers tes questionnements, dans les échanges que nous avions au fur et à mesure de l'évolution de ton œuvre, les questions qui te venaient, les différentes étapes de l'histoire de cet ouvrage, et j'avais vraiment hâte de l'avoir entre les mains. Vous pourrez, comme moi, ce soir, l'avoir entre les mains, puisqu'il est en vente. Voilà, ici, si vous voulez effectivement l'avoir entre vos mains. Et on fait un petit clin d'œil aussi ce soir. Je tenais à terminer cette présentation en faisant un petit clin d'œil à Gérard Louis, l'éditeur, qui est ici, voilà, parmi nous au deuxième rang, qui est, comme tu le dis, je trouve, comme tu l'écris dans ce livre, ton compagnon de vie et compagnon de livre. Merci donc effectivement pour cette belle histoire que vous nous avez apportée et pour tout ce travail documenté qui nous a permis vraiment, encore une fois, de grandir. Et ce soir, on vous propose de partager dans un premier temps, Martine, ce que tu as envie de dire, quelques petites choses que tu as envie de dire par rapport à l'histoire de cet ouvrage ou ce que tu veux ressortir de cet ouvrage pour partager avec nous ce soir. Et vous aurez l'occasion, bien évidemment, de poser des questions et même d'avoir une dédicace sur le livre, si ensuite vous procurez le livre. Voilà, l'éditeur, l'auteur, la dédicace, tout y est. Martine, est-ce que je peux te laisser la parole? Merci de votre attention. Merci, vous allez me faire rougir. Merci à tous. Je suis vraiment très touchée. Et puis, je sens que la soirée va être chaleureuse avec des échanges autour d'un sujet qui nous tient à cœur et dont Sandra a magnifiquement bien parlé. Ce que je proposerais, c'est peut-être de ne pas trop en dire. Et donc, parce que je suis très, très bavarde. Justement, Sandra parle d'une aventure. Ce livre, ça a été une aventure de plusieurs années avec des recherches très gourmandes. Et tout ce que je trouvais, je lisais. Que ce soit dans les boîtes à livres, dans les bibliothèques, sur Internet, tout ce que j'ai pu trouver comme vie de saint, et bien sûr tout ce qui est autour des mythes sacrés, mais aussi la Bible de Jérusalem, le Grimal de tout ce qui est autour de la période antique et gréco-romaine. Donc, je ne voudrais pas vous noyer. Et donc, j'ai écrit pour me contraindre. Mais après, on pourra... tu as dit l'essentiel, on pourra échanger. Ce livre témoigne d'une aventure et qui, effectivement, comme tu l'as dit, a débuté dès le début de ma carrière. Alors déjà, j'ai le goût de l'écriture, c'est vrai, le goût de la poésie. Mais il y a petit clin d'œil. La poésie, l'amour de la poésie, elle aide, elle facilite la lecture des mythes, parce que la lecture des mythes, c'est essentiellement ça, c'est une écriture poétique qui, au départ, n'était pas une écriture, mais était une parole orale, et elle utilise la métaphore, les images, les symboles, et ça m'a toujours séduit. Donc j'ai été aussi tout à fait, bien sûr, passionnée par les contes, les légendes quand j'étais plus jeune. Donc j'étais nourrie par les contes et les légendes, avec une éducation chrétienne à l'époque qui était quand même assez costaud. Donc j'ai pas tout pris, mais je trouve qu'il y a des choses qui structurent. En tout cas, ça nous donne la possibilité de nous construire. Et ça pourra faire partie d'un échange sur l'intérêt des mythes dans la construction de l'enfant. Mais là, on est plus sur ce parcours de l'histoire des mythes. Alors, comme tu l'as dit, mettons en gros, j'ai 3 spécialités, bien sûr. Je suis médecin de santé publique et l'école de Nancy nous oblige toujours de répondre aux réponses, d'interroger les questions, de douter et d'interroger les réponses. Et là, ça m'a énormément aidée, dans la mesure où je suis aussi pédiatre et la médecine du corps
est beaucoup plus structurée. Et ça ne me suffisait pas non plus parce que dans le cadre de la pédiatrie sociale, il me manquait quelque chose. Donc je me suis formée aux relations humaines et avec petit à petit cette idée de développer des soins relationnels. Parce que quand j'ai commencé dans le cadre de la protection maternelle infantile et qu'on nous a demandé de nous préoccuper de prévention de maltraitance, je me sentais mal outillée. Et à l'époque, les psychologues ne l'étaient pas plus quand l'enfant ne parlait pas. Enfin, en tout cas, dans notre région Lorraine. Hein, donc, avoir l'idée de cette formation-là pour enrichir ma pratique et puis adopter des outils très concrets, notamment les outils de Jacques Salomé, par exemple, qui m'ont beaucoup aidé pour rendre concret, visible, ce qu'on ne peut pas expliquer à des parents en difficulté ou à des enfants. Voilà. Donc j'étais 3 personnes professionnelles différentes. Donc finalement, on se disputait souvent. C'est ce qui m'a permis de tout le temps garder à la fois le doute, à la fois l'humain, à la fois le relationnel, et de développer vraiment une approche de la santé qui soit la plus globale possible, tout en restant dans ma pratique, hein, qui n'était pas une pratique. Je n'étais pas psychologue, je n'étais pas psychiatre, même si à la longue, avec les formations qu'on a pu faire ou le travail personnel, ça m'a beaucoup aidé. D'emblée, comme tu l'as dit, ce qui me venait, alors j'ai cru que j'avais compris des choses, puis en fait je crois que je n'avais pas tant compris de choses que ça, mais face aux difficultés que je rencontrais au quotidien dans les bilans de santé, que ce soit dans le cadre de la protection maternelle infantile, mais aussi à la pouponnière ou dans le cadre de l'aide sociale en France, je sentais qu'il manquait des choses. D'où les poèmes pour les bébés, donc mon goût de l'écriture, et les histoires, je dirais les histoires pour guérir peut-être si tu veux bien, parce que je faisais ça avec beaucoup de prudence. Puis en fait, je m'appuyais largement sur nos contes, nos mythes ou nos légendes, de façon à proposer aux enfants, notamment aux enfants confiés, un récit. C'est après coup, je me suis rendu compte que je comblais un trou parce que les enfants n'avaient pas de récit. Et en proposant ces petites histoires avec des animaux, avec comment on pourrait dire à chaque fois, une mise en parole ou une mise en image de ce que les enfants vivaient, puis les épreuves à faire pour pouvoir aller mieux peut-être, etc. Hein, c'était un peu toute ma culture des contes qui revenait spontanément. Et ça marchait de façon... Ça marchait, enfin, vous voyez avec quel respect je le dis, mais les contes, les petits poèmes avaient un impact vraiment étonnant. C'était bouleversant parce que j'avais l'impression de le faire, mais en fait, je n'avais pas de savoir, j'avais le goût, quand on dit. Hein, et cette culture conte qui a été importante pour moi. Mais ce qui m'a interrogée, alors... j'ai quand même compris que ça correspondait à un manque. Hein, un manque à l'époque qui concerne aussi tout ce qu'on a pu travailler depuis dans le cadre du projet pour l'enfant, de son histoire de vie, tout ce qui manquait. Mais j'ai eu le sentiment très tôt, intuitivement, mais sans arriver à le définir vraiment, que quelque chose n'allait pas et que ce manque-là, c'était au-delà des outils qu'on pouvait proposer à l'enfant. D'où mes recherches. Au début, j'ai pensé qu'il fallait peut-être comprendre les choses sur un plan technique. C'était bien, mais ça ne m'a rien apporté de plus, sauf les nouvelles recherches, hein, sauf les nouvelles découvertes. Hein, parce que j'ai commencé en 1977, enfin ma thèse c'était en 1977, hein, et tout ce qu'on a appris sur la petite enfance, ça a explosé à ce moment-là, avec les travaux de Dolto, Le Boyer, Janine Lévy, la motricité libre, Amy Pickler, enfin vous connaissez par cœur là au fond, hein, et tout ça, ça a commencé à nourrir nos pratiques. Après l'attachement, Lorraine, on a mis un peu de temps avec les théories d'attachement, hein, mais même je trouvais que c'était quand même
pas suffisant. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, alors au début, pardon, excusez-moi, je pensais qu'il fallait aller dans l'histoire de la petite enfance. Et je n'ai pas trouvé non plus dans l'histoire de la petite enfance parce que c'est pas étayé de façon suffisante. C'est pas assez documenté. Ensuite, je me suis dit peut-être dans l'histoire de l'art, dans l'art. Et effectivement, quand j'ai étudié la place de l'enfant dans l'art et l'histoire, donc dans la peinture, la sculpture, depuis la nuit des temps, je me suis rendu compte de l'importance du religieux. Et c'est là que j'ai eu le déclic, quoi, le mythe. Et ça va, vous me suivez? Et c'est là que, dans le déclin du mythe, est venu en parallèle en fait, le manque de spiritualité et le questionnement et la prise de conscience que si nos jeunes vont mal aujourd'hui, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et quand on refait l'histoire, donc c'est un peu l'aventure dans laquelle je vous convie, si vous en avez le courage, ou qu'on peut faire en résumé durant cette conférence. Mais c'est tout ce cheminement-là que j'ai cherché à valider dans le cadre de tout ce que j'ai pu lire. Donc j'ai fait un lien déjà au travers de l'histoire des mythes depuis la préhistoire. Alors il y a eu beaucoup de choses sur la préhistoire dans les années 2020, 2021, 2022, parce que grâce aux technologies modernes, les préhistoriens et les anthropologues ont réussi à l'exploit de pouvoir se mettre dans la peau d'une néandertalienne ou homo sapiens femme, et de penser la place de la femme à l'époque et la place du petit enfant. En sachant que les 1000 premiers jours, je vais le redire, ça concerne l'enfant de la conception jusqu'à ces 1000 jours de vie. Et ça sous-tend, et dans l'ouvrage, j'y pense sans arrêt, parce qu'on ne peut pas parler de l'enfant et de ses 1000 premiers jours si on ne se soucie pas de la place de la femme. Et elle est extrêmement présente donc dans cette définition-là. Donc, je ne l'oublie pas dans cette histoire-là. Et le déclic, ça a été de finalement relier tout ce travail autour des mythes et autour de la spiritualité au travers de toute l'histoire humaine. C'est un peu gonflé, mais il y a quand même un peu de contextualisation. Mais vraiment, l'idée, c'était non plus de faire un petit récit ou une petite histoire, mais de faire une très, très grande histoire. Et je me suis rendu compte que parler des mythes, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, hop, Lévi-Strauss, enfin voilà. Donc, j'ai convoqué, entre guillemets, beaucoup de spécialistes, parce que en les lisant, chaque pièce du puzzle trouvait sa place. Lévi-Strauss, donc je vais vous expliquer comment je vois les mythes de façon à ce que ce soit plus simple, de séparer les groupes de mythes et puis pourquoi chaque groupe de mythes, je vais de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, etc. Et quelles sont mes conclusions. Ça vous va comme ça? C'est pas trop confus? Vous entendez bien? Non? Alors, je parle plus fort, comme ça, peut-être. Ah, c'est ça. Bon, alors je parle plus fort. Je voulais un petit peu raconter la démarche, quoi. Alors, ce que les psychiatres, psychologues, enquêtes auprès des jeunes, enseignants mettent en évidence actuellement, c'est le mal-être des jeunes. Le mal-être des jeunes qui vont mal pour plusieurs raisons. Et notamment, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 13% des jeunes souffrent de pathologies mentales avérées. Je fais donc le lien avec ce qui m'a troublée et ce qui a manqué. Donc, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Il y a ce constat. Voilà. La crise sanitaire a rendu visible cette explosion de problématiques de santé, prenant de court les soignants en santé mentale. On sait aujourd'hui qu'ils sont complètement débordés.
Et dans les enquêtes menées auprès des jeunes, ce qui émerge le plus souvent, c'est une sorte de fatigue globale, comme une fatigue de vie, et un manque de sens à leur vie. C'est ce qui ressort dans notamment les enquêtes qui ont été réalisées dans plusieurs contextes que j'évoque dans l'ouvrage, et aussi en Philosophie Magazine, qui abordait les choses de façon un petit peu plus creusée sur le sens et leur pensée. Alors, chez d'autres, on est sur la radicalité religieuse, mais c'est tout autant problématique. Parfois, on est autour d'un mal-être plus profond, avec des idées suicidaires ou des tentatives de suicide, des choses comme ça. Et bien sûr, il y a énormément de raisons, hein, mais d'où cette question qui me taraude, et si c'est parce que leurs besoins spirituels n'étaient pas respectés. Les besoins spirituels, que je définirai plus tard, mais qui sont des besoins spirituels autour du donner sens, de l'esprit. Ce n'est pas le religieux. Donc, voilà. Alors, c'est ce qui m'a amené donc à avancer à la fois sur le diagnostic aujourd'hui, hein, et puis faire le lien entre ces récits autour des siècles et les solutions qu'on peut espérer proposer pour que le monde de demain soit vu non pas sous l'angle, enfin, soit vu sous l'angle de l'espoir, on va plutôt le dire comme ça. Je reviens en arrière, parce que le besoin de mythe, il a toujours existé, hein, depuis toujours, depuis la verticalité au moins. Hein, les hommes et les femmes ont questionné leur venue au monde, le sens de leur destin, les puissances de la nature. Et pour se rassurer, ils ont inventé des dieux, des mythes, des rituels, des légendes, des contes fantastiques avec des héros auxquels s'identifier. L'enfant, c'est la même chose. Hein. Quand on n'a pas de réponse à nos questionnements, à nos angoisses, à nos peurs, automatiquement, on s'invente des mythes. Et le mythe, il est constant, il est partout, sauf qu'on ne le perçoit pas comme soutien, on le perçoit comme mythe dans une définition qui lui correspond, qui ne lui correspond pas. Et depuis le début des temps, hein, le mythe a toujours précédé et accompagné les connaissances. Hein, voilà. Donc, en fait, c'est deux jambes qui marchent ensemble. Hein, comme l'atome, avant que les physiciens aient démontré l'existence de l'atome, ben, il y a eu enfin, je ne sais pas, dès l'Antiquité, hein, il y a eu l'intuition que la particule élémentaire existait. Alors, ça fait des échos dans mon... ça va aller. Vous entendez bien, là? Oui. Alors, je veux vous proposer, pour vous, puisque ce soit clair et qu'on rentre un petit peu dans le sujet, hein, c'est que ce qui a été important pour moi aussi, c'est de définir les mythes. Et les mythes, quand on commence à creuser la question, on se rend compte qu'il y a de multiples définitions et qu'il faut clarifier ces définitions. Donc, mon idée, ça a été d'aller dans le grand Robert de la langue française et qui a défini les mythes en 4 groupes. Ce qui va permettre, donc, chaque groupe, hein, va permettre d'autres questionnements, et chaque groupe de mythes me permettra d'aborder à des niveaux différents les différents types de mythes qui finalement nous accompagnent en tant qu'êtres humains jusqu'au faux mythes, voilà, une fake news, etc. Alors, le premier groupe, je les ai appelés M1 dans l'ouvrage, c'est ce que j'ai appelé mythes sacrés, enfance des dieux, enfant saint. Donc ici, je considère que l'enfant est sujet, hein, puisque dans tous les mythes que j'ai pu lire, c'est-à-dire l'enfance des dieux, de tous les dieux, l'enfance de Jésus, l'enfance
de Mahomet, de toutes les enfances. Hein, je suis restée sur l'enfant sujet, puisqu'il est soit Dieu, soit il a été enfant avant d'être saint, enfin, etc. Et l'enfance des saints aussi. Alors, l'idée de ce chapitre a été d'aborder les questions primordiales qui se sont posées très tôt dans notre histoire humaine, d'en imaginer quelques réponses. Tout premier mythe sacré, d'abord transmis oralement, jusqu'à être fixé, c'est-à-dire écrit, puis de les suivre sur la grande échelle du temps. Donc préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, siècle des Lumières, 19e et 20e siècle, jusqu'à la période actuelle, et le constat que bien des mythes ne fonctionnent plus. Alors là, j'ai résumé tous les mythes sacrés, hein, mais j'ai cherché à rendre chaque thème simple à lire, facile, en restant sur l'anecdote parfois, hein, mais tout en respectant le contexte, en donnant quelques idées de contexte, et en même temps j'ai perdu le fil. Tu disais en quoi tu avais rendu accessible finalement les mythes. En restant centré sur mon les sujet, contextualisant. Tout en jouant sur tous les champs, quoi. Et notamment la place de l'enfant sujet et l'émotion, enfin, tout ce qu'on peut vivre à chaque période du mythe et qui en fait nous correspond, puisque c'est nous-mêmes, c'est notre histoire humaine. Alors, le deuxième groupe, donc premier mythe sacré. Et les mythes sacrés ont donné naissance au mythe du deuxième groupe, donc mythe 2, qui sont les croyances collectives qui entourent l'enfant. Hein, c'est-à-dire, on est plus sur les récits que les civilisations se font autour de la petite enfance. Et là, on inclut effectivement les tabous au départ, ensuite les religions et les dogmes, hein, en intégrant plus ou moins l'enfant dans cette histoire, et où l'enfant est sujet et objet, parce que à la fois l'enfant peut être vu positivement, ou l'enfant peut être vu dans son statut d'enfant, et toutes les civilisations n'ont pas été non plus très, très soutenantes dans son statut d'enfant. Voilà. Et se pencher sur ces croyances mythiques de type 2, hein, c'est vraiment s'intéresser à toutes les sociétés et à tous les récits, et on voit le glissement, hein, du religieux. Chaque religion, hein, part de ces mythes, mais l'histoire des religions, en fait, elle est quasiment, je ne dis pas fluide, hein, mais bien sûr, elles naissent, elles vivent, elles meurent, etc. Mais il y a toujours une reprise et une continuité du religieux qui finalement, quand on le lit, c'est difficile de parler du livre comme ça sans donner trop d'exemples, mais de façon fluide, on se rend compte qu'il y a peut-être qu'une seule religion au départ, hein, et que c'est toujours la même, qu'on va redécliner en fonction des connaissances de l'histoire et puis de nos cités, de nos sociétés. Alors, donc, dès le temps fabuleux du commencement, c'est-à-dire la préhistoire, durant l'Antiquité, au Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle, plusieurs facteurs ont été considérés selon chaque période étudiée. Donc la représentation sociale des femmes, là aussi, hein, les femmes de la préhistoire avaient un statut différent selon qu'elles étaient encore dans le nomadisme, les chasseurs-cueilleurs. Et une fois qu'elles se sont installées, qu'il y a eu les notions de territoire, leur statut a changé. Les premières violences conjugales sont d'ailleurs apparues avec l'idée d'appartenance au moment où, et ça ce sont les études qui les ont démontrées, et les femmes géraient aussi, on a pu déterminer le nombre d'enfants qu'elles avaient eus, elles arrivaient à gérer leur fécondité, leur nombre d'enfants,
Et elles étaient grand-mères très tôt, ce qui fait que l'effet grand-mère avait été démontré. Et les grands-mères jouaient un rôle très important, évidemment dans la transmission, mais aussi dans la protection des enfants, et elles limitaient la mortalité infantile. Un peu, voilà. Alors, et ce qu'on retrouve aujourd'hui aussi, hein, il y a la représentation sociale des femmes, donc j'ai compacté, le caractère sacré de l'enfantement avec ses croyances, ses rites, ses rituels, hein, et ensuite la place de la religion chrétienne, longtemps omniprésente. Alors, le nouveau-né a longtemps, donc, dans ce contexte-là, le nouveau-né, le petit enfant, a longtemps été perçu comme un enfant d'une extrême fragilité, tel un intermédiaire fragile entre le monde des vivants et celui des morts, car sans cesse menacé de retourner d'où il venait. La mort rôde autour du berceau. Elle est omniprésente dans la vie des parents et des enfants survivants. C'est également un être inachevé qui doit être façonné et dressé par différents moyens. Les croyances et les tabous de chaque société ont été peu à peu levés, soit par d'autres mythes, soit par les connaissances nouvelles, hein, et cela jusqu'à nos jours pour être remplacé par d'autres croyances et d'autres tabous. Donc à chaque fois, c'est bon. Donc les mythes sacrés, l'enfant est sujet. Le deuxième groupe, c'est l'enfant, hein, c'est les croyances collectives, le récit de la société et le religieux. Donc l'enfant, il est sujet et objet. Et le troisième groupe, ce que j'appelle M3, concerne les croyances populaires, le recours à la magie, aux prières, aux saints. Et ici, l'enfant est plutôt objet, mais objet de soin. Donc la période périnatale a été longtemps à risque pour la mère et le nouveau-né. Aussi, pour se préserver, pour protéger l'enfant à naître, les femmes utilisaient des procédés magico-religieux. Donc ces pratiques furent d'abord antiques, les dieux étaient interpellés, puis religieuses, on s'adressait à Dieu, à la Vierge, aux saints, hein, et même avec des chevauchements, puisque certains dieux seuls sont devenus des saints, et plus récemment médicales, avec des aléas, des erreurs, des doutes. L'étude des croyances populaires m'ont beaucoup touchée, m'ont beaucoup émue, parce que, contrairement à ce qu'on pense, les parents étaient attachés à toutes les époques, étaient attachés à leurs enfants, et la mortalité était bien sûr très forte, donc il y avait une sorte de réaction différente, de deuil différent par rapport à la mort d'un enfant aujourd'hui. Hein, mais ça ne voulait pas dire que les parents ne souffraient pas, qu'ils essayaient justement les mères essayaient d'éviter la mort de leur enfant, tous ces rites comblaient, hein, l'absence de réponse médicale. Évidemment, aujourd'hui, on y a moins accès, quoique. Voilà. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que de la période du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, donc ça fait une période très, très longue, l'étude des croyances met en évidence des pratiques universelles avec des constantes ou des différences, notamment, hein, par région, hein, mais du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, ça repose un petit peu sur les mêmes croyances, sur les mêmes peurs, sur les mêmes procédés magiques, plus ou moins compliqués, hein, où le religieux prend toute sa place. Alors le religieux prend toute sa place, ça c'est dit mais je peux pas, hein, dans le DIP 2, depuis la fin du Moyen-Âge, où le religieux régentait tout. Régentait la femme, il ne fallait pas faire l'amour le dimanche. Si on avait un enfant handicapé, ça veut dire qu'on avait fait l'amour au lieu d'aller à la messe. Enfin, il y avait tout un... Ça s'est allégé au fil des siècles, mais c'est resté extrêmement prégnant jusqu'au début du XXe siècle. Alors, ce qui m'a donné l'idée de finalement faire une histoire de toutes ces croyances, donc autour, notamment les femmes avaient très peur de ne pas être fécondes, d'être stériles, donc il y avait tout un tas d'invocations au sein, et des prières à la Vierge Marie. Sion, par exemple, était très investie, parce que par rapport à... Quand on craignait d'être fertile, il y avait aussi les aires de répit quand le bébé était mort, parce que la peur, c'était qu'il n'y ait pas de baptême.
etc. Et, je vois que tu me regardes, non, c'est bon? Non, non, j'écoute. Ah, ça. Et toute cette période-là, j'ai pu la retrouver chez les folkloristes lorrains, ce qui fait que ce chapitre-là, il est essentiellement Grand Est, quoi. Je fais Lorrain et Alsace. Donc j'ai essayé de regrouper tout ce qui concernait cette période qui va du mariage, parce qu'on se marie pour avoir des enfants, toute cette crainte autour de la fécondité avec tous les rites qui s'accompagnent. Bien sûr, les rites pendant la grossesse, il y en a de très nombreux, et la présence des femmes autour de la naissance de l'enfant, la place des femmes, vraiment jusqu'au début du XXe siècle, voire même jusqu'aux années 50. Et ensuite, les croyances se sont transformées en connaissances. Et aujourd'hui, bien sûr, les connaissances et les techniques permettent de vivre ces événements avec sécurité et un certain confort, mais sans pour autant éliminer les craintes ancestrales, la douleur et plus rarement certains drames. Mais on sent autour de la naissance, c'est peut-être là où... Alors, on est dans du mythique ou quelque chose d'autre, mais on sent qu'à nouveau, autour de la naissance d'un enfant, les croyances, les mythes, quels qu'ils soient, comme autour du deuil, sont vraiment très présents. Voilà. Alors le père est présent aujourd'hui, depuis 2022. Un congé paternel lui permet de nourrir les premiers liens avec son bébé, donc ça etc. Mais les sages-femmes, bien que plus savantes que leurs consoeurs antiques, elles restent les héritières de ces traditions millénaires, et on sent que le métier de sage-femme est un métier qui est le plus vieux métier du monde. Quand il y a un accompagnement qui est moins technique, reprend aussi toute cette façon très humaine, non pas les croyances, mais quelque part, ce côté extrêmement sacré de l'accompagnement et puis de la naissance de l'enfant. Voilà. Alors, le quatrième groupe, donc là, j'étais donc sur les mythes sacrés. Ça vous va, vous suivez? Mythes sacrés, le récit de civilisation, les croyances populaires très émouvantes, quelquefois beaucoup d'humour, notamment l'évangile des citrouilles, ou du XVe siècle, je crois, où les femmes se moquent des hommes. Donc, de temps en temps, ça jaillissait comme ça. Et là, le quatrième groupe. Alors, le quatrième groupe de mythes, c'est là où j'ai regroupé, c'est aussi ce que fait le grand Robert, tout ce qui est pure construction de l'esprit, affabulation, récits qui défigurent la réalité et servent à manipuler les gens, dont les théories du complot. Donc là, l'enfant, il est positionné comme victime. Vous situez l'évolution de l'enfant, quoi. Et alors évidemment, ces définitions incluent fausse information, fake news, idéologie, intolérance, racisme, antisémitisme et autres mensonges. Donc les enfants en ont été les principales victimes, sacrifices, massacres, victimes de guerre, génocide, et émaillent la grande histoire humaine, donc hélas, quoi. Donc j'ai dédié un chapitre à ce sujet, cet enfant victime, en essayant aussi enfin je n'ai pas édulcoré, mais en mettant en évidence des points saillants où l'importance du religieux ou des mythes, où les idéologies ont joué, quoi, notamment... notamment un magnifique témoignage d'une petite fille qui était atteinte de la maladie de la bombe atomique à Hiroshima et qui cherchait à faire, si elle réussissait à faire un certain nombre de grues en papier, elle allait survivre, et puis elle n'a pas réussi, elle est partie. Donc il y a des belles histoires comme ça aussi. Le concept de résilience m'a toujours animée, parce que quand on lit beaucoup de choses difficiles, notamment dans les camps de concentration, j'ai lu aussi un livre sur les Sonderkommando. J'avais du mal à aller au bout, mais je me suis obligée en me disant non quand même. Et les Sonderkommando, parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on sache aussi.
Vous voyez qui c'est, les Sonderkommando? C'est ceux qui, dans les camps de concentration, étaient chargés de brûler les corps. Ils étaient issus, ils étaient prisonniers eux-mêmes. C'était des juifs aussi. Et certains ont réussi à témoigner, ont écrit leurs témoignages, puis les ont mis dans des bouteilles qu'ils ont enterrées près des fours. Et ces témoignages ont été retrouvés assez tardivement. Je dirais en tout cas, ils ont été publiés dans les années 80-90, c'est pas très vieux. Et il y a la même histoire qui est reproduite 2 fois et qui raconte... alors, c'est absolument horrible à penser, à dire, mais il y a un dialogue extraordinaire d'une petite fille de 5 ans qui rejette le commando et qui protège son petit frère. Avec cette vision, donc ça reste dans le mythe et dans le support religieux. Mais elle veut pas que le Sonderkommando lui dise « Va-t'en, sale juif, c'est moi qui vais déshabiller mon adorable petit frère » et ils allaient à la chambre à gaz. Quoi. Et je trouve que ça fait partie du travail que j'ai voulu faire et je suis allée au bout. Je suis allée au bout de ce livre aussi. Voilà. Alors ces différents récits, ce que je viens de vous raconter, en essayant d'être clair et de ne pas trop partir partout, qui révèlent 2 certitudes qui vont jusqu'au début, pour l'instant, du XXIe siècle, si vous voulez. C'est que l'enfant et les mythes sont inséparables et leur histoire commune est aussi longue que l'humanité. Quel que soit le mythe, il y a soit la naissance du Dieu, soit l'enfant est concerné, soit toute la période concernant la conception de l'enfant est concernée. Et ça, c'est quelque chose qui est fort et ça nous habite. Aujourd'hui aussi, dès la conception, les mythes accompagnent déjà l'enfant. On pourrait dire aussi que jusqu'à l'air libre, il baigne dans le mythe de l'enfant. Mythe de l'enfant désiré, imaginé durant la vie intra-utérine. Mythe de la quête de sens du fœtus lui-même et ses mystérieux comportements filmés parfois lors d'échographies. Il est mythe lui-même. Ensuite, tout ce qu'on trouve autour de sa venue au monde, dont on a évoqué quelques échos dans les naissances des dieux de l'Antiquité, des héros et des saints. Et dès son arrivée au monde, grâce à une sensorialité qui s'est développée pour être opérationnelle à l'heure libre, le nourrisson cherche du sens à ce qu'il vit, découvre, interprète le monde avec les éléments à sa portée. À cela s'ajoutent les éléments mythiques qui habitent nos inconscients collectifs et sont présents dès l'enfance. Ça, c'est quand on lit le psychanalyste Carl Gustav Jung, c'est lui qui est le premier à parler d'inconscient collectif, et qui trouvait dans les rêves des enfants des bouts de mythes, des morceaux de mythes qui reliaient à la mythologie gréco-romaine. Voilà. Alors, mais pourtant, de nos jours, la place donnée aux connaissances scientifiques et techniques et au monde virtuel semble avoir exclu le sacré de notre quotidien. Officiellement, la religion relève de la sphère privée, où toutes les croyances sont admises dès lors qu'elles respectent la loi. Mais la collectivité est loin de répondre aux besoins de croire et aux questionnements de la majorité des petits, des enfants et des jeunes, dans un état d'esprit laïque, bien entendu. Si c'est la spiritualité laïque telle qu'on peut l'imaginer en fonction de tout ce parcours qu'on vient d'évoquer. Et en ce début du XXIe siècle, les religions sont devenues un sujet d'actualité, d'autant plus préoccupant que les jeunes générations, les plus concernées par certains événements tragiques, manquent de repères pour déchiffrer un présent compliqué à comprendre. La question religieuse dans la vie scolaire devient de plus en plus fréquemment source de tensions avec des incidents, une contestation de plus en plus marquée des enfants et des jeunes dès l'école primaire. Un fossé entre la culture familiale des enfants et des jeunes et la culture de l'école se creuse dans les quartiers les plus sensibles. Pour autant, les jeunes sont demandeurs à leur manière de rencontres et d'échanges sur des sujets en lien avec ce qu'ils vivent au quotidien,
notamment ceux qui se rapportent aux mythes et aux religions. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'association Ramsa, qui est franco-marocaine. Ils ont emmené des jeunes de la banlieue de Vendôme sur les chemins d'Averroès. Mais des enfants, quand on leur propose des mythes, de la philosophie, ils ne demandent pas mieux. Et si la philosophie, c'est peut-être plus compliqué, les mythes ont un impact tout à fait étonnant. Et certains enseignants, notamment dans le cadre d'enfants qui peuvent avoir des problèmes d'attention, des troubles du spectre autistique ou des difficultés à communiquer, l'impact des mythes grecs est incroyablement fort, hein, parce que c'est un langage et une écriture qui est cash, qui est pas brutale, mais qui va carrément au fond de chacun, hein, qui décrit même avec excès, hein, comme la colère d'Achille, comme la jalousie d'Athéna, furieuse que Arachné tisse mieux d'elle, alors elle la transforme en araignée. Et ça paraît, pour nous les adultes, assez... ça peut nous paraître violent, peut-être pas adapté à l'enfant, alors que si, justement, non seulement ça leur parle, ça répond à leurs problématiques ou leurs soucis ou leurs angoisses internes, ça les aide à exprimer eux-mêmes leurs émotions. Et surtout, quand on s'appuie sur ces mythes-là, ça leur donne un sentiment d'appartenance au-delà du religieux. Il n'y a pas plus intéressant que les mythes, notamment gréco-romains, parce qu'ils sont les plus riches, hein, pour lutter contre les radicalités. Et ça, j'ai pu l'expérimenter. Et c'est en ça que les mythes aussi participent à la construction de l'enfant. Voilà. Alors, parce que les jeunes des cités, dans toutes les enquêtes qui ont pu être menées par des sociologues, se posent des questions sur le sens de leur vie, s'interrogent sur leur place dans la société, hein, mais certains vont chercher leur réponse au sein de communautés parfois hostiles aux valeurs occidentales, alors qu'on peut leur offrir autre chose, quoi. Pour aller un petit peu plus loin dans notre 21e siècle et puis essayer de trouver des pistes, hein, c'est là que j'ai appelé ça, j'ai convoqué, comme on dit, la psychanalyse, les neurosciences, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, avec l'apport des peuples premiers, sur leur relation à la nature, par exemple. Et j'ai trouvé que, enfin, évidemment, j'ai lu plein de choses sur tous ces spécialistes, hein, et quelquefois, je ne trouvais pas énormément, d'ailleurs, dessus, parce que parler de la petite enfance, c'est les 1000 premiers jours, chez tout le monde, comme Lévi-Strauss, enfin, c'était pas forcément le sujet d'intérêt, hein, de tous ces chercheurs, sauf que la psychanalyse a quand même donné de grosses pistes. Les neurosciences en ont confirmé beaucoup. Beaucoup de philosophes disent on devrait commencer la philosophie dès l'école maternelle, etc. Voilà. Et je trouve que d'avoir un peu consulté tous ces spécialistes, il y a plein de pistes qu'on peut suivre. Je vais donc passer de l'enfant sujet, sujet-objet, objet de soin, victime, à l'enfant créateur. L'enfant, il est créateur de lui-même. Et ce qui est important, c'est que durant cette période précoce, l'enfant se crée lui-même, même s'il a besoin d'un environnement. Et c'est ça qui est beau. C'est ce qui nous émerveille dans le cas des 1000 premiers jours. Dans le ventre maternel, l'œuf, l'embryon, le fœtus se crée, évolue, développe, exerce ses 5 sens pour communiquer avec sa mère ou son père. Après la traversée de la naissance, le tout petit enfant poursuit sa vie à l'air libre dans un dialogue permanent avec ses parents et ses proches. Il se crée, se construit grâce à un environnement qu'on lui propose, mais il mobilise ses compétences seul. On voit bien que l'enfant, hein, d'ailleurs c'est ce qu'on dit aussi dans les structures d'accueil, il a sa motricité libérée, il est poussé en avant. Le cerveau se construit. On ne construit pas à sa place. Par contre, on doit lui apporter la sécurité, bien sûr, l'environnement nécessaire, l'attachement,
l'amour et bien sûr l'attention, ça le nourrit, tout ce qu'il nourrit. Voilà. Il a besoin qu'on le nourrisse, qu'on lui apporte de la sécurité et qu'on l'accompagne dans ses progrès. Voilà. Et l'éveil spirituel du tout petit, il se nourrit d'abord de sa quête permanente de sens à partir de ce qu'il perçoit du monde, avec ses 5 sens. C'est ça les psychanalystes, dont Bernard Gols sont vraiment maintenant sur cette certitude-là, que quelque chose se passe. Donc il a même écrit un livre sur la psychanalyse du fœtus. Alors, avec tous les mystères, mais comme on est dans le mythe, on a le droit aussi d'inventer des mythes. Alors dès que ce tout petit accède au langage, il peut nommer les choses, se souvenir et penser. Mais parallèlement, il développe ses mythes et ses croyances. Le cheminement intérieur de l'enfant rappelle celui de notre évolution humaine. C'est ce que disent les spécialistes. Quête de sens, animisme, pensée magique. On sait, c'est la table qui m'a tapé, ou le chamanisme, c'est un des petits chamans. Bon de la pensée avec le langage oral, ensuite appétit pour les mythes et la spiritualité. Le mythe répond à un besoin fondamental de l'enfant, comme de l'être humain. Tout ce qui, en lui comme en nous, n'est pas éclairé par la connaissance, appartient au mythe. Ainsi, dans la chambre refermée, que ne défend plus la présence du parent, d'un adulte, l'univers prend un caractère menaçant. Les rayons de la lune passent à travers les volets, le bruit du vent. Des voix dans la nuit font surgir des êtres maléfiques. Les imaginer, les nommer, les appeler fées, anges, sorcières, monstres, c'est pour eux déjà agir sur leur peur en les rapprochant de lui. Et il le fait spontanément. À ce stade, tel qu'il naît spontanément dans l'âme enfantine, le mythe est une chimère susceptible d'apaiser ses peurs, d'apprivoiser l'inconnu, une tentative pour sortir de l'impuissance qui est le lot de tous. Cette petite flamme se nourrit ou s'étiole selon ce qui se vit à la maison, ce qui est enseigné ou transmis. Après l'entrée dans les apprentissages à l'école, elle s'éteint si l'environnement ne prend pas le relais. Alors pour que chaque graine spirituelle s'épanouisse, des pistes existent dès les 1000 premiers jours de l'enfant, car durant cette période, elle ne demande qu'à pousser et à grandir. Donc la société a son rôle à jouer. Elle peut soutenir les parents vulnérables, leur proposer des appuis dans une vision de parcours, de continuité, de respect, de bienveillance, de gratuité. Et d'autres pistes sont proposées. Donc, dans ma conclusion, j'en ai relevé quelques-unes que j'étaye brièvement, pour que chaque graine spirituelle s'épanouisse. Des pistes existent, donc bien sûr dès les 1000 premiers jours, ce que je viens de dire, mais aussi la culture, l'idée du bout en famille et en collectivité, donc aller ce que font aussi beaucoup de crèches ou d'enseignants ou de parents quand on va dans les musées. Élever des enfants heureux. Alors, il y a la question de s'inspirer du Danemark. Je ne savais pas après que le ministère de l'Éducation nationale ferait des cours d'empathie, mais il y a des exemples, non pas à suivre, mais dont on pourrait s'inspirer pour justement aborder une autre façon de se sentir mieux ensemble. C'est pas un mythe, mais ça l'est encore. C'est pas un faux mythe. Se réconcilier avec la nature, donc vers une éthique de la terre. Donc, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. S'entraîner à penser, la philosophie de l'école maternelle, la question de la spiritualité, la laïcité, une éthique et une spiritualité que la société peut soutenir. Et bien sûr, l'approche des mythes par le conte traditionnel. Voilà. Et c'est ainsi... je ne sais pas si je vous ai convaincu, parce que je suis restée très concentrée pour ne pas trop en dire, mais être clair tout de même. Donc j'espère qu'on pourra répondre. Je pourrai répondre à vos questions. Mais je suis sûre maintenant que l'enfant et les mythes sont inséparables. Et leur histoire commune est aussi longue que celle de l'humanité. Et oui, aujourd'hui, les mythes sacrés paraissent usés, endormis, éteints. Ils sont aussi achetés par des multinationales. Donc on est aussi dans une société de l'argent.
Ce qui fait que même s'il y a des mythes qui sont intéressants, ça reste du plaisir immédiat, quoi. Je dis du Nutella cognitif, on appelle ça comme ça. Mais le mythe, il a besoin de rites, de rituels, voire du religieux. Le religieux, c'est répéter les mythes, répéter l'histoire des mythes et instaurer des rituels de façon à être reliés les uns aux autres. Enfin, je fais du simple, mais il y a ce qui appartient à la famille, et puis la société peut vraiment, je pense, réveiller quelques mythes, puisqu'il y en a qui sont éteints, et faire en sorte que les enfants et les jeunes retrouvent ce compagnonnage. Enfin, ils l'ont, mais à un moment donné, ils ne l'ont plus, et c'est peut-être à l'école que les choses parce qu'ils passent dans les apprentissages. Alors, c'est pas... Je sais pas comment exprimer les choses, mais parce que les enseignants essayent de faire penser, d'aider les enfants à penser, mais il y a peut-être une prise de conscience plus forte sur l'importance de ne pas briser cet élan. Quand l'enfant a acquis le langage, il commence à philosopher et à penser, il est riche déjà de toutes ces étapes préalables. Et là, on devrait avoir le souci de soutenir ses capacités philosophiques du tout petit, sans forcément philosopher. Mais il y a beaucoup de moyens, il y a des formations possibles. Mais de façon à ce qu'il puisse poursuivre ce cheminement-là et garder le fil de sa pensée, et puis de ses propres mythes, et de ce qu'il peut aussi prendre dans les mythes qu'on lui propose, quoi. Alors, c'est vraiment important d'abreuver les enfants de mythes, de contes et de légendes pour stimuler leur imaginaire, les aider à inventer un nouveau monde, dépasser leurs craintes de l'avenir. Mais il faut qu'on puisse, nous, la société d'aujourd'hui, baliser, accompagner ce mouvement le plus tôt possible pour qu'il puisse développer sa vie intérieure. Voilà. Et c'est possible parce que depuis Homo sapiens, notre cerveau s'est développé pour ça, en fait, pour que la spiritualité s'éveille en même temps que la connaissance. Et les études actuelles ont démontré l'importance de la spiritualité sur la bonne santé, qui montre... voilà. Alors, j'avais quelques petits exemples. Est-ce que mon timing est... Voilà. Il est 19h37. Ouais. Donc, tu peux donner quelques exemples. Exemples, oui. Voilà. Oui. Alors, j'avais l'exemple d'un enfant de 13 ans. Alors, évidemment, je ne peux pas... Les tout petits, je n'ai pas d'exemple de tout petit, sauf ce que j'observe au quotidien. Et le plaisir que je vois, ou qu'on voit en structure d'accueil, quand on leur raconte des histoires. Mais les mythes leur parlent très très tôt. Très très tôt. Alors, c'est l'histoire d'un jeune enfant confié à l'aide sociale à l'enfance de 13 ans. Et quand la juge pour enfants de ce jeune est partie pour un autre département, elle lui a offert l'Odyssée d'Homère. Et ce livre ne l'a pas quitté pendant plus d'1 an. Et il en lisait les pages à voix haute en s'enregistrant sur son téléphone portable. Et cette façon de s'approprier le mythe d'Ulysse l'a peut-être aidé à organiser ce qui se vivait de compliqué dans son histoire et à choisir quel chemin prendre pour sa vie. Donc, le retour du jeune garçon dans sa famille ayant été décidé par le nouveau juge durant cette période. Et c'est là, alors, on ne peut rien expliquer. Donc, je m'étais dit, finalement, les mythes récèlent des secrets qui font parfois des miracles. Et ce serait dommage de ne pas en proposer l'accès aux enfants dès que possible, parce qu'on n'en a pas la clé. Parce que la clé, c'est celui qui les reçoit. La clé de l'effet du mythe. Voilà. Après, j'avais la naissance d'Apollon, Hermès. Bon. Il y a aussi l'aide apportée à Léo, donc par les héros de la légende du roi Arthur. Donc, c'est un enfant franco-argentin dont les parents sont séparés, mais vivent dans le même pays. Le père est français, enfin, est de Villers d'ailleurs,
Et donc je suis depuis presque la naissance, parce que c'est très compliqué. L'Argentine est aussi compliquée que l'Allemagne par rapport au respect du parent qui n'est pas du pays, donc il n'est pas argentin dans ce cas-là. Et le père de ce petit garçon, il a tenu à transmettre sa langue et sa culture à son fils, et il l'a nourri de contes et de légendes françaises. Enfin, de contes du roi Arthur, en fait. C'est beaucoup autour du... Enfin, c'est ça que le jeune Robin des Bois aussi, le roi, et la légende du roi Arthur. Et ces récits ont soutenu Léo de façon imprévue, en lui faisant exprimer son mal-être et sa souffrance dans ses jeux, notamment lors des retours de chez sa mère. Ces allusions aux légendes, très abondantes et parfois surprenantes par ses analogies, ont véritablement soulagé l'ambivalence et la détresse de l'enfant. Donc sa grand-mère, lors des visites, a pu relever certains propos de Léo durant cette période. Alors, si je peux... Voilà. Alors, quelques exemples. Moi, je suis la table ronde et toi de la table carrée, dit à sa grand-mère. D'abord, on est des ennemis. Puis on voit qu'on se bat pour le même roi. C'est Arthur. Alors on devient amis. Il a 4 ans et 8 mois. Et on sent qu'il est habité de tous ces conflits, et notamment des discours contraires de sa mère qui sont anti-père et anti-France. Alors Léo prend une feuille pour dessiner, par exemple, la plante méchante des paroles de maman. Ça, c'est la plus méchante. Elle mange la gentillesse et crache la méchanceté. Elle est plantée dans la terre. La terre, c'est mon cerveau. On voit la bouche, on voit sa bouche. Elle dit pas la France, etc. Au retour de chez sa mère, souvent, il joue à des batailles. Alors, il brandit son épée et organise ses troupes et tourbillonne dans les 4 directions. Donc là, il a 4 ans et 11 mois. Ouais, je dirais le vocabulaire. Vous, les fantassins, ici devant, les archers sur les côtés. Vous, dans l'autre diagonale, les arbalétriers, ici les lanciers, là les pistoletiers, là les hallebardiers, là derrière, mettez les catapultes, les canons, ici les cavaliers. Je suis le prince au milieu, défendez-moi, il faut prendre le prince des ennemis. Soit on le tue, soit il vient avec nous. On sera 2 princes. Ah, j'ai une boule de canon dans le corps. Venez me sauver. Il y a 40 000, 10 000 morts. On est 1 contre 1. C'est bien ça? Ou 2 contre 1? Vous voyez, et à chaque fois, ça revient. Il y a eu une bouillie de personnes. Maintenant, le roi Arthur est déguisé en méchant. Là, il a 5 ans et 1 mois. Pendant le sommeil, quelqu'un lui a lavé le cerveau pour qu'il oublie ce qu'il était avant. Maintenant, il a tout oublié. Il se rappelle juste qu'il faut taper, attaquer. Le vrai roi, le gentil roi Arthur, a tout oublié. On veut juste voir sa beauté dans la mer. Le papa du roi Arthur a aussi son cerveau lavé. Enfin, voilà, je ne vais pas tout interpréter, mais c'est fou, quoi. Le chevalier noir est parti après leur l'avoir lavé, etc. Et puis le dernier, je suis Robin des... Voilà, pour son anniversaire. Donc, c'est 5 ans et des brouettes, donc c'est 5 ans avant. Léo reçoit divers cadeaux, parmi eux un petit arc qui le ravit. Je suis Robin des Bois qui vole l'argent aux riches pour le donner aux pauvres. C'est mon arc du pouvoir de Dieu, les flèches de la liberté et le carquois de la vérité. Dans les histoires, il faut des méchants. S'il n'y avait que des gentils, ce serait ridicule. S'il n'y avait que des méchants, ce serait trop triste. Il faut les mélanger. Sois pas triste, mamie. À la fin, c'est les gentils qui gagnent. Voilà, on va arrêter. Là, ça va. Là, c'est pas si. Merci beaucoup. Hein? Merci, Martine.